Bonjour les sixièmes, aujourd'hui nous allons voir comment le modèle romain s'est développé dans l'ensemble de l'Empire, comment la culture latine s'est développée petit à petit. Alors vous avez regardé pour l'instant un certain nombre de vidéos, vous avez fait un certain nombre d'exercices, donc on va pouvoir faire un petit bilan de tout ça. En fait, le but, les Romains, pour être sûrs d'assurer une homogénéité de l'Empire, leur but c'est qu'il y ait un certain nombre de points communs partout dans l'Empire. La langue, le latin, le culte impérial et surtout un modèle. Ce modèle, ça doit être la ville de Rome, qui doit servir de vitrine pour l'ensemble des Romains, qu'ils soient italiens ou des autres provinces. Pour ce faire, on profite du fait que les magistrats viennent très souvent à Rome pour pouvoir prendre des ordres, pour pouvoir faire des réunions, diriger et prendre les grandes décisions. Le but, c'est que quand ils viennent à Rome, quand ils rentrent chez eux, ils ont envie de faire comme à Rome. L'idée, c'est finalement que petit à petit, les constructions à la romaine vont se développer un peu partout dans l'Empire. Pour ce faire, on construit à Rome énormément de bâtiments. Des bâtiments emblématiques, des bâtiments qui sont devenus de nos jours des monuments, certes, mais qui à l'époque avaient un aspect pratique, ils servaient dans la vie quotidienne, mais généralement il y avait toujours aussi une arrière-pensée. Pourquoi on en fait plusieurs, pourquoi on les fait de plus en plus grands, pour que dans les provinces, on essaie de les copier. Parmi ces bâtiments, il y a bien entendu le palais impérial. Chaque grand magistrat, chaque personnage important dans les provinces, veut lui aussi avoir une demeure relativement importante. Toujours dans ce cadre-là, un certain nombre de bâtiments construits à Rome vont se retrouver dans d'autres régions. On va construire des arcs de triomphe pour montrer son attachement à l'empereur. Un empereur qui vous aime bien peut favoriser votre cité par rapport à la voisine. On va construire des aqueducs pour apporter de l'eau courante dans les fontaines, qui sont souvent financées soit par l'empereur, soit par les grandes familles, et qui célèbrent souvent des éléments de la religion romaine. Ces aqueducs vont chercher très très loin l'eau, pour satisfaire les besoins énormes de la population. On va voir construire un certain nombre de thermes. Ces thermes sont des bains publics, où tous les Romains vont, même ceux qui possèdent leur propre salle de bain, entre guillemets, à la maison. Ils vont généralement avoir tendance à aller au bain public, au terme, pour retrouver leur gens, pour donner les ordres, pour se détendre, pour parler de politique. C'est un lieu de sociabilité. Les Romains passent énormément de temps à leur hygiène et à se laver. Les hommes et les femmes, bien entendu. Les esclaves prennent soin de vous dans ces occasions-là, et tout le monde profite de cette situation. On va construire aussi des bâtiments un petit peu plus... comment dire, liés à la propagande, à l'idée de manipuler les foules, puisque les empereurs romains, ils ont fait une consigne importante, c'est donner à la population du pain pour se nourrir, parce que c'est la base de l'alimentation, et des jeux pour se divertir. Si la population est nourrie et divertie, elle n'aura pas envie de se révolter. Donc on va noter 3 types de bâtiments qui seront construits un peu partout dans l'Empire romain pour satisfaire ces besoins-là. Alors le moins important, ce sont ce qu'on appelle les odéons. Les odéons, ce sont comme des théâtres où on fait de la musique. C'est un système qui va se développer, qui est assez populaire à Rome. Par contre, bien sûr, ils aiment toujours autant le théâtre, mais ça c'est un modèle grec, donc on n'en parle pas pour l'instant. Mais ils vont créer aussi 2 autres types d'endroits. Le cirque. Alors si vous avez lu Astérix, le cirque, on confond ça souvent avec les amphithéâtres. C'est faux. Le cirque, c'est une structure allongée, avec une obélisque au milieu, donc cette grande colonne pointue au sommet, et on fait courir des chars qui doivent faire le tour, finalement le plus rapidement possible. C'est l'ancêtre de la Formule 1. C'est très populaire chez les Romains, d'autant plus qu'on fait énormément de paris d'argent lors de ces courses de cirque, puisqu'il y a des équipes qui représentent le peuple, des équipes qui représentent les patriciens, des équipes qui représentent à tour de rôle l'empereur, et l'empereur peut soutenir lui aussi certaines de ces équipes. Donc c'est très important. En fonction de pour qui finalement l'empereur va montrer son soutien, on peut savoir un petit peu qui il va favoriser dans sa politique. Ces cirques vont durer très très longtemps, même après l'époque chrétienne, puisque finalement, comme c'est pas des mises à mort officielles, ça passe encore à peu près. Ces cirques sont très populaires, puisque comme il faut faire des tours d'un mur, c'est extrêmement dangereux, donc il y a énormément d'accidents, donc ça plaît à la population romaine qui est quand même assez avide de choses un petit peu sanguinolentes. Des cirques, on en trouve ailleurs dans l'Empire. À Vienne notamment, on sait qu'il y en avait un, il ne reste plus que l'obélisque central, si un jour vous y allez. Le dernier bâtiment très emblématique, vous en avez entendu parler dans la vidéo que vous avez vue précédemment, ce sont les amphithéâtres. Donc c'est comme s'il y avait 2 théâtres réunis, il est rond, avec des gradins qui montent très très haut.
Et ces structures servent à organiser différents types de jeux qui plaisent aux Romains. Pourquoi ça plaît aux Romains? Parce que c'est gratuit. C'est financé par les grandes familles, mais surtout par l'empereur. Lors de ces jeux, on va satisfaire leurs besoins de violence. On nous dit souvent que nos films, nos séries, nos jeux sont très violents à notre époque, mais à l'époque des Romains, ça l'était aussi énormément. Différents types de jeux. Donc, on va faire un petit peu un listing pour voir un petit peu ce qui se passait, et puis on va tordre aussi le cou à certaines idées reçues. Premier type d'activité qu'on va avoir dans ces jeux, on va avoir tout bêtement des chasses. On va lâcher des animaux sauvages, des animaux qu'on a fait venir parfois de très loin, ça va être des loups, ça va être des ours, parfois c'est des panthères, des lions, des choses comme ça. Et on lance des gladiateurs, donc ces hommes qui étaient soit des esclaves, soit des affranchis, qui peuvent décider de le faire parce que ça leur permet de gagner de l'argent, et on les lâche dans l'arène, en plein milieu finalement, de l'amphithéâtre, et ils ont pour but de recapturer les animaux, les remettre dans des cages, parfois les tuer s'ils ne coûtent pas trop cher, mais c'est comme relativement rare, ça coûte très très cher. Ça plaît bien aux Romains parce qu'en plus, généralement, on met un décor. On met des faux arbres, des fausses forêts, des fausses jungles. On les met dans une ambiance. Donc tout autour sur les gradins, la population est très avide de faire ça. Surtout qu'ils sont là toute la journée. Ils sont nourris sur place. Ils vont en profiter aussi pour faire tout ce qu'ils ont à faire dans la journée. Mais c'est quelque chose de très important. Deuxième type d'activité, ça sera les combats entre les animaux. On lâche un animal, son prédateur. On voit comment ça se passe. On peut faire des combats entre les gladiateurs et ces animaux aussi. Et puis ce qui est le plus célèbre quand on vous parle d'amphithéâtre, vous pensez tout de suite aux combats gladiateurs. Donc ces hommes et ces femmes, puisqu'il y avait des femmes gladiateurs, des gladiatrices, se battaient pour le plaisir des Romains. Ils étaient entraînés dans des écoles, c'était souvent des esclaves ou des prisonniers de guerre. Certains étaient affranchis et continuaient, parce qu'ils sont très importants. Alors contrairement à ce qu'on dit, il y a très peu de morts chez les gladiateurs, parce que ça coûtait très très cher. On pouvait organiser des jeux de gladiateurs où il y avait une mort à la fin, mais il fallait payer la famille de l'esclave, payer son maître s'il était justement encore asservi, donc ça pouvait coûter très très cher. Il y a différents types de gladiateurs qui vont donc se battre, faire des combats. Ils sont beaucoup moins longs que ce qu'on imagine. Si un jour vous voulez avoir un petit peu une idée de comment ça se passe les combats gladiateurs, je vous conseille l'association ACTA à Beaucaire. Ils ont fait des reconstitutions, ils en font tous les ans dans les grandes arènes du sud de la France, ils en font aussi aux Alicants à Arles. Et c'est assez spectaculaire parce que par contre les combats sont très rapides. C'est très organisé, c'est comme nos combats à nous, il y a des règles à suivre, il y a des codes, et par contre c'est quand même très très violent. Par contre c'est éprouvant. C'est-à-dire que ces gladiateurs ce sont des héros pour les Romains, c'est les ancêtres de nos footballeurs qui sont payés très très cher et qui sont adulés par les hommes, par les femmes, etc. Donc un gladiateur qui s'en tire bien peut devenir un personnage important. Puis alors la dernière catégorie qu'on va avoir dans ces jeux des amphithéâtres, on peut dans certains cas remplir une partie de l'arène d'eau, mettre des petits bateaux et faire des batailles navales, organiser des batailles navales qui sont très spectaculaires, qui coûtent très cher à ceux qui les organisent, et ça les Romains sont très friands parce que plus on gaspille de l'argent pour eux, plus ils ont l'impression qu'on s'intéresse à eux. Au sein de l'amphithéâtre, il y a un certain nombre de codes à suivre. Les gladiateurs et les animaux sont sous l'amphithéâtre quand il est suffisamment grand, comme dans le cas du Colisée à Rome, et il y a des trappes qui permettent de faire monter ou descendre les animaux et les gladiateurs, les faire apparaître, un peu comme par magie. C'est extrêmement impressionnant pour l'époque. Ça veut donc dire aussi que ça accentue la violence de ces animaux. Imaginez si vous avez un animal domestique, quand vous l'enfermez dans une cage, ne serait-ce que pour l'emmener chez le vétérinaire, quand vous le lâchez, il est encore plus agressif. En plus, on ne les a pas nourris pendant un petit moment. Autre code, l'empereur, contrairement à ce qu'on voit dans les films, dans les livres, il n'est pas en haut dans une petite loge spéciale, il est dans l'arène lui-même, il est au pied, c'est-à-dire que le combat se passe devant lui. Alors certes, il y a la garde prétorienne qui le protège, mais il veut montrer son courage. L'arène est recouverte de sable, ça imbibe plus le sang quand il y en a, et comme on y passe la journée entière, généralement on peut ouvrir ou fermer le toit de l'amphithéâtre avec des grandes toiles qui sont tirées par des marins qui doivent permettre finalement de tenir sans rôtir sous le soleil italien ou des autres régions de l'Empire. À la toute fin de notre période, donc dans le prochain chapitre, on en reparlera, il va y avoir un autre type de combat qui va s'organiser dans ces amphithéâtres. Tout simplement, quand les chrétiens seront traqués à cause de leur religion, parce qu'ils s'opposent au pouvoir impérial et surtout au culte impérial, ils seront livrés à des animaux sauvages. Et ça aussi, les Romains sont friands, parce que là, il y a une mort assurée, voire des morts à ce qui sont assurés.
Au final, tous ces monuments vont être construits un peu partout dans l'Empire. Si on avait fait notre sortie à Vienne comme prévu, vous auriez vu un certain nombre de ces bâtiments dont il nous reste encore des traces et en bon état, puisque les bâtiments romains sont construits pour durer. Donc automatiquement, ils marquent le paysage des villes, des grandes capitales de l'Empire et des provinces de façon emblématique. De la même manière, pour être sûr que ce modèle se diffuse, dans les nouvelles cités qui sont fondées, on met généralement des anciens militaires romains, donc des latins, qui vont diffuser petit à petit la culture. Ils vont vivre à la romaine, importer des produits romains pour manger, pour vivre, etc. Et même les bâtiments sont de style romain. Alors quand on est à Rome, on vit dans deux grands types de bâtiments. Il va y avoir ce qu'on appelle les insulae, des petits hôtels, des petits immeubles de rapport, où on entasse plusieurs familles, où il y a peu de confort, c'est des bâtiments en briques et en bois, c'est très fragile. La ville de Rome craint énormément les incendies. À la grande époque, il y a une dizaine d'esclaves pompiers pour défendre toute une ville d'1 million d'habitants, donc c'est pratiquement rien. Les plus pauvres vivent donc dans ces insulae, on va en retrouver un petit peu partout. Par contre, les plus riches, eux, ils vivent dans des domus, qui sont des bâtiments très importants, avec énormément de pièces, qui sont sur le modèle grec, c'est-à-dire qu'il est ouvert vers l'intérieur. Il y a peu d'ouverture vers l'extérieur pour éviter les voleurs, pour garder aussi la fraîcheur en été, la douceur en hiver. Plusieurs pièces sont emblématiques dans cette domus, ça donne mot une demeure. Vous avez bien sûr l'atrium, en plein centre finalement des chambres. C'est une cour ouverte avec au centre un bassin d'eau. Ce bassin d'eau, il sert à rafraîchir un petit peu l'atmosphère, pour tempérer un petit peu les pièces. Et puis surtout les chambres, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de fenêtre sur l'extérieur puisqu'on doit se protéger. Les Romains, leurs chambres ne servent vraiment qu'à dormir. Et donc il y fait très très sombre. Donc le petit plan d'eau doit permettre aussi de faire un peu de lumière grâce à la surface et la lumière qui va faire des jeux dessus pour éclairer un petit peu plus les pièces. En journée, on s'éclaire avec des lampes à huile. On les voit souvent la nuit, non, c'est la journée. Parmi les autres pièces emblématiques d'une domus romaine, vous allez avoir le triclinium, la salle à manger. On installe en forme de fer à cheval ou en forme de U des grandes couchettes. Les Romains y mangent assis couchés, dans une position qu'on voit parfois sur les représentations. Alors pour eux, c'était le meilleur moyen pour digérer. Réellement pas tellement. Et on se gave beaucoup lors des banquets. Ce qui fait qu'il y a même des esclaves qui sont là pour vous tenir le front quand vous allez vomir. C'est-à-dire qu'il y a une culture de faire la fête. On entretient tout ça. À côté, vous avez la cuisine. Et pour les familles les plus riches, vous avez une salle pour vous laver, qui est construite sur des petits piliers en briques, des murs en briques pour conserver la chaleur. On est à côté de la cuisine et sous les briques, on met des flammes, des braises. Ça va vous chauffer la salle et les baquets d'eau. Donc on peut faire des petits thermes personnels. Vous allez aussi avoir le péristyle, donc une gigantesque cour, avec un préau comme vous avez dans le collège. Les gens se mettent sous le préau en journée. Le vent circule entre les colonnades pour rafraîchir tout ça. C'est la pièce principale. C'est là où le maître de la domus travaille. Son épouse va faire ses travaux de couture, recevoir des amis. Les enfants jouent. Les esclaves passent toujours. C'est une zone finalement qui permet d'accéder à l'ensemble de la domus. Au centre, vous pouvez avoir de la verdure, vous pouvez avoir d'autres fontaines. Si vous allez à Vienne, donc sans moi a priori, vous pourrez aller voir à Saint-Romain-en-Galles la domus du Diocéan, qui est gigantesque et qui montre bien la richesse du maître de maison. Plus votre maison est grande, plus vous êtes finalement riche. Il y a beaucoup de pièces dans ces domus, des entrepôts pour stocker la nourriture, pour ramener les animaux qu'on peut posséder aussi en plein hiver. Bref, c'est toute une petite ville à l'intérieur de la ville. L'ensemble de la ville est très très animé. Tout est orchestré, tout est animé, tout est organisé. Vous avez les premiers passages piétons, vous avez des rues qui sont extrêmement bien faites pour que tout le monde puisse se repérer, pour qu'on circule correctement. Les boutiques sont toutes petites et sont approvisionnées toute la journée. Quand on n'a plus rien, on ferme boutique. Vous avez les ancêtres des centres commerciaux qui sont installés, là aussi, turnover toute la journée, énormément. Et puis à Rome, comme dans toutes les grandes villes de l'Antiquité, on construit couche sur couche à chaque fois qu'un bâtiment est détruit, parce qu'on garde les bons sites. C'est ça qui nous a permis de nos jours aussi de retrouver un certain nombre de villes romaines. Parce qu'en creusant sous les bâtiments qui existent, on retrouve les bâtiments plus anciens. Dans des cas exceptionnels, comme à Pompéi, une catastrophe naturelle permet finalement de détruire une ville à un moment donné, mais de la bloquer à ce moment lambda. C'est-à-dire qu'on a pu retrouver les fouilles de Pompéi au moment où elle était détruite, avec les petits déjeuners, avec les gens qui tentaient de s'enfuir, certains qui dormaient encore, la trace des vêtements, etc.
Donc ça nous permet de savoir comment on vivait à la romaine. Dans les autres provinces, on va développer aussi un autre type d'habitat, ce qu'on appelle une villa gallo-romaine. Nous, ce sera un grand domaine, c'est ce qu'on appellerait un ranch chez les Américains. C'est finalement là où on va se réfugier en été, quand il fait trop chaud dans les grandes villes, ou quand on veut être tranquille. Vous avez un corps de bâtiment, des esclaves qui vont s'occuper de vos champs, et le maître peut vivre correctement dans ces villas. De nos jours, certaines de ces villas ont donné des villages entiers. Par exemple, si vous allez à Charentonnet, c'est une ancienne villa qui a été retravaillée par la suite. Ça veut donc dire que les Romains, ils ont aussi transformé le paysage de l'Empire. Pour assurer le fonctionnement des thermes, pour avoir suffisamment de nourriture dans tout l'Empire et pour éviter les révoltes, ils ont notamment coupé énormément les forêts. Pendant l'époque impériale, la Gaule qui était recouverte de forêts s'est totalement, finalement, déforestée pour mettre des champs à la place des villes. Le bois servait pour chauffer les terres, le sol servait pour faire des champs, et en plus, comme ça, on n'avait pas d'attaque par les rebelles. Ça a été partout pareil dans l'Empire. À la fin de l'Empire romain, justement, les arbres vont repousser, les forêts reviennent, parce que les Romains ne coupent plus tout. Cette romanisation, elle se développe, je vous l'ai dit, dans toutes les provinces. Simplement, on ne vous impose pas violemment de vivre à la romaine, parce que ça serait stupide, ça vous pousserait à vous rebeller. Les Romains, ils vont plutôt employer la technique de on vous donne des petits éléments de notre culture, on va la mélanger à votre propre culture, on prend le meilleur dans les deux cas, et on vit comme ça. On vous parle notamment des Gallo-Romains, on dit souvent que vous êtes les descendants des Gaulois, c'est faux, vous n'êtes pas descendants des Gaulois, vous n'êtes pas descendants des Romains, vous êtes descendants des Gallo-Romains. Parce qu'on a mélangé un petit peu des choses des deux cultures, pour avoir le meilleur. Ça veut dire qu'il va y avoir une culture, une civilisation gallo-romaine, ibéro-romaine, gréco-romaine, égyptio-romaine, etc. Les Romains aussi, ils prennent des régions qu'ils occupent. Ils vont prendre des dieux, Isis chez les Égyptiens, le travail du bois chez les Gaulois, les théâtres chez les Grecs, etc. etc. C'est-à-dire qu'ils veulent essayer d'uniformiser petit à petit, mais ils savent très bien que ça ne sera pas aussi simple que ça. Et on permet à tout le monde de vivre comme il le souhaite. En Gaule, on parle les différents patois gaulois. Par contre, quand on écrit un texte officiel, on le fait en latin. Et c'est pareil dans toutes les provinces. C'est-à-dire qu'on vous laisse libre, à condition que pour des choses officielles, vous rentriez dans un carcan, vous romanisiez finalement l'Empire. Ce phénomène, il est simple, romanisation, quand vous avez un mot qui ressemble à ça, s'il y a isation à la fin, c'est-à-dire qu'on veut mettre en place un système pour mettre en place. Ici, c'est un système pour mettre en place le modèle romain. Tout ça va se développer pendant tout l'Empire, ce qui fait que, de nos jours, la plupart des régions européennes parlent des langues latines. Parce que souvent, c'est le latin romain qui s'est transformé petit à petit pour donner nos langues actuelles. On ne parle plus du tout le celte. On n'écrit plus comme le celte, puisque eux, ils faisaient des encoches, ils faisaient ce qu'on appelait les ogames, et nous, on ne le fait plus. On a appris avec le latin. Mais malgré tout, on a conservé des petits détails de chaque culture. Rome arrive, Rome s'implique, mais Rome s'impose de façon douce. Je vous remercie de votre attention. On continuera la prochaine fois avec un autre thème. Maintenant, on va parler des monothéismes dans l'Empire, et même avant l'Empire, en parlant des Hébreux et en parlant du christianisme. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très vite, et prenez soin de vous. Au revoir.